Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce vidéo qui se veut un tutoriel du fichier d'estimation des coûts. Ce tutoriel va fonctionner en deux volets. Le premier volet, on va identifier les utilisations qui peuvent être faites du fichier Excel. Et dans la deuxième partie, on va voir le fonctionnement du fichier Excel lui-même. Regardons maintenant les utilités de ce fichier. Il va nous servir à quantifier les coûts d'un nouveau projet, d'établir la partie des coûts d'un PFT. Il va nous permettre de procéder à l'évaluation de restructuration, d'évaluer les coûts d'un développement ou, en contrepartie, voir quel service on peut donner avec un montant fixe de développement. Et il va nous permettre aussi de faire des estimations dans le cadre de compression budgétaire. Quantifier les coûts d'un projet. Vous allez voir que le gros du calcul qui est fait dans ce fichier-là tient compte des coûts salariaux. Les autres dépenses, vous conviendrez avec moi que dépendamment des secteurs d'activité, il est difficile de faire un standard. Alors que dans les coûts salariaux, ce fichier va établir une façon standard d'évaluer les coûts facilement et rapidement. Regardons quantifier les coûts d'un projet. Les coûts salariaux du projet, on va le regarder avec une structure de personnel par présence, ce qu'on appelle par présence. On va identifier les types d'emplois qu'on a besoin pour notre projet et les présences par quart de travail et par jour de la semaine. En plus, on va établir avec ou sans remplacement des absences courte durée, c'est-à-dire vacances, fériés et maladies. On va pouvoir aussi tenir compte de ce qu'on appelle des heures d'appoint, c'est-à-dire des heures additionnelles aux présences qu'on va avoir identifiées dans la structure du personnel. Il se peut que de façon sporadique au cours de l'année, on ait besoin de présence de certains types d'emplois en plus de ceux qui sont déjà là. Par exemple, dans le temps des fêtes, dans un CHSLD, il est possible que sur certaines unités de soins, on demande d'avoir du personnel additionnel parce qu'il y a plus de visites, il y a plus d'activités qui est faite pour les usagers. Donc, on va dire, ça va me prendre, exemple, un préposé aux bénéficiaires de jours de plus que la structure normale. Le fichier va nous permettre de venir donner une période du 20 au 25 décembre. On va mettre une présence de plus tous les jours de la semaine ou une journée dans la semaine pour un nombre d'heures précis. Aussi, cette même étape va nous permettre de faire l'inverse, c'est-à-dire de tenir compte de fermeture ou de diminution de service du projet durant une certaine période de l'année. Exemple, une fermeture de lit sur une unité de soins, on va être capable d'identifier quel type d'emploi, quelle présence, quel type d'emploi, quel corps de travail on va pouvoir économiser et ainsi le fichier va tenir compte d'une évaluation d'économie. En plus, le fichier va nous permettre de tenir compte de temps supplémentaire. Temps supplémentaire n'étant pas des heures additionnelles. Les heures additionnelles, c'est dans l'étape qu'on vient juste de parler. Le temps supplémentaire, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est qu'il va permettre de calculer un taux horaire supérieur au taux horaire normal. Donc, normalement, le temps supplémentaire, ça va être du remplacement d'absence. On a identifié du remplacement d'absence dans la première partie et le fichier va avoir une évaluation qui va être faite au taux horaire d'un coût de remplacement. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais le fichier calcule les coûts en fonction de deux possibilités. Le taux horaire qu'il utilise pour chacun des types d'emploi est au choix de l'utilisateur, en ce sens qu'on peut choisir le coût maximal de la classe salariale du poste, du type d'emploi qu'on a identifié. Donc, si j'identifie un poste d'infirmière clinicienne, je peux choisir de la payer au maximum du type d'emploi ou je peux choisir de payer à ce qu'on appelle la médiane plus 2, étant le taux horaire de l'échelon médian, donc au milieu des échelons, celui du milieu plus 2 échelons. C'est ce qu'on appelle la médiane plus 2 et c'est ce que le ministère utilise la plupart du temps pour évaluer les coûts. Si j'utilise par exemple la médiane plus 2 et que le taux horaire de mon employé est de 20 $ de l'heure,
Si j'identifie des heures supplémentaires, je vais le payer à 30 $ de l'heure à temps et demi. Le fichier ne calcule que le temps et demi. Il ne calcule pas le temps double ou le temps triple. Il calcule que le temps et demi. Donc, il calcule à taux et demi. Si mon employé gagne 20 pièces de l'heure, le fichier va calculer 30 pièces de l'heure. Et ce qu'il va faire, il ne mettra pas d'heures additionnelles. Il va simplement calculer le 10 pièces de l'heure qui représente la demi du temps et demi. Il va venir ajouter ces coûts-là à l'estimation qu'on a faite du projet. Il ne met pas d'heures de plus, il met simplement le coût de plus. Même chose au niveau de la main-d'œuvre indépendante. Si on identifie des heures de remplacement qui devraient être faites par de la main-d'œuvre indépendante pour toutes sortes de raisons, il va venir faire la même chose. La main-d'œuvre indépendante, c'est du remplacement qu'elle va le faire. Le remplacement va être fait à un coût plus élevé que la médiane plus 2. On va demander d'identifier les coûts de la main-d'œuvre indépendante et c'est l'écart entre le taux horaire normal du titre d'emploi et celui de la main-d'œuvre indépendante qu'il va calculer. Quand je dis il va calculer tous les coûts. Le taux horaire de l'employé, ce que l'employé reçoit, mais il va calculer aussi les avantages sociaux généraux, c'est-à-dire les vacances, les fériés, les maladies sur ces heures-là. Et il va calculer un pourcentage d'avantages sociaux particuliers, c'est-à-dire les congés de maternité, les congés d'assurance salaire, les congés sociaux, tous les congés faisant partie des avantages sociaux particuliers. Et finalement, il va calculer aussi les taux de charge sociale, donc la part de l'employeur. Le fichier va calculer tout ce qu'il en coûte à l'employeur en fonction d'heures travaillées à un type d'emploi quelconque. Vous conviendrez que les autres dépenses, les dépenses non salariales, sont difficilement calculables de façon standard dans un fichier. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va demander au responsable de l'unité administrative ou du service qu'on va donner d'estimer les coûts. On peut calculer les heures dans un service alimentaire de la même façon qu'on va le faire sur une unité de soins. La seule chose qui change, c'est le type d'emploi. On n'utilisera pas les mêmes types d'emploi, mais la méthodologie de calcul est la même, peu importe le secteur d'activité. C'est pas vrai dans le cadre des autres dépenses. Les autres dépenses utilisées dans un secteur alimentaire n'est pas les mêmes que dans une unité de soins infirmiers. Donc, les autres dépenses, on va demander aux personnes qui sont responsables de faire l'identification ou à des experts de nous aider à identifier les autres dépenses. En plus de ces autres dépenses-là et de la masse salariale qu'on a identifiée tout à l'heure, chaque projet a de l'influence en dehors du projet lui-même. Je m'explique. Un projet d'unité de soins infirmiers. J'ouvre 20 lits en soins infirmiers. Je suis capable d'identifier les coûts en personnel avec mes besoins de jour, de soir, de nuit. Chacun titre d'emploi à chaque journée. Je suis capable d'identifier mes fournitures médicales et mes autres dépenses non salariales. Mais j'ai aussi des coûts qui vont être induits ailleurs dans d'autres secteurs d'activité. Exemple, entretien ménager. Pour l'hygiène et la salubrité, je vais avoir besoin d'identifier des coûts aussi parce que mes 20 lits vont amener à faire de l'entretien 20 lits supplémentaires. Un autre secteur, en pharmacie, je vais être obligé de médicamenter probablement ces usagers-là. Ça va me coûter des médicaments, ça peut me coûter des heures de personnel du département de pharmacie. En alimentation, si j'ai 20 usagers qui vont être hébergés de plus chaque jour, parce que j'ai 20 lits de plus, je vais avoir besoin de les nourrir, donc ça va me faire des coûts en services alimentaires. C'est ces services-là, pharmacie, services alimentaires et entretien ménager, qui sont des secteurs connexes à mon unité de soins. Donc, je vais calculer en plus du projet lui-même ce qui déborde ailleurs. C'est ce qu'on va appeler les autres charges indirectes. Ces autres charges indirectes-là, on va l'estimer selon deux méthodologies. La première, on va identifier les dépenses salariales, c'est-à-dire les types pour chaque type d'emploi qu'on a besoin. Exemple, pour mon hygiène et salubrité, je risque d'avoir besoin d'un préposé à l'entretien ménager. Donc, ce type d'emploi-là, et je vais dire combien d'heures. Si j'ai plusieurs types d'emploi, on va identifier plusieurs types d'emplois et avec le nombre d'heures travaillées par chacun des types d'emploi. Dans les autres dépenses, on va identifier les natures de dépenses qu'on va avoir besoin et les montants. Donc, pour chacun des secteurs, on va pouvoir faire ça. Dans mon exemple,
On peut faire ça pour l'alimentation, pour l'entretien ménager, pour la pharmacie, pour n'importe quel secteur qui vont être identifiés, mais on va le faire secteur par secteur. Comme deuxième méthodologie, si on n'est pas capable d'identifier les titres d'emploi et les autres dépenses, ou si on trouve ça plus facile de le faire avec une méthode du coût unitaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en fonction d'un coût unitaire et d'un volume. Je reviens à mon exemple où on a ouvert 20 lits. Mes 20 lits, on va dire, j'ai un coût unitaire, je suis en entretien ménager et on me dit combien ça te coûte en entretien ménager si j'ouvre 20 lits plus. Ce que je vais te dire, c'est quoi mon volume d'activité prévu? Dans le sens, le volume d'activité en hygiène et salubrité, c'est le mètre carré. Plus j'ai de mètres carrés, plus ça me coûte cher. Donc, je suis responsable de l'entretien ménager. Je sais à peu près comment ça peut me coûter une unité de soins par mètre carré. Je vais vous demander combien de mètres carrés représente ton unité de soins. Si c'est 10 pièces du mètre carré et tu as 100 mètres carrés, on va faire le calcul un par l'autre tout simplement. Même chose en pharmacie. On va être capable de voir c'est quoi tes jours présence que tu vas avoir là. Je sais qu'un jour présence, dépendamment du secteur, si c'est de la chirurgie ou si c'est de la médecine ou si c'est des soins palliatifs, je vais être capable d'identifier combien ça te coûte en médicaments. En repas, même chose, au service alimentaire, je suis capable de savoir ce qu'un repas me coûte. Et si dis-moi le nombre de repas que je vais donner de plus par année, je vais te dire quels sont les coûts chez nous. Et pour les charges indirectes, on n'utilisera pas les deux méthodes. C'est-à-dire, on va utiliser ou l'estimation par titre d'emploi et nombre d'heures travaillées, puis les autres dépenses par nature et par montant, ou on va utiliser la deuxième méthode, qui est une méthode en fonction du coût unitaire et d'un volume d'activité. On n'utilisera pas les deux méthodes, c'est une ou l'autre. Ainsi, le fichier, il va nous permettre de quantifier un projet, le projet lui-même, qu'est-ce qu'il coûte pour faire fonctionner notre projet, et ce qu'on identifie comme étant les secteurs connexes qui vont être touchés par notre projet, on est capable d'évaluer les coûts que ça va induire dans ces secteurs-là, de telle sorte qu'on va avoir une vision globale, on va estimer un coût global pour notre projet. Un PFT maintenant. C'est quoi un PFT? C'est tout simplement un plan fonctionnel et technique. Le PFT, c'est tout simplement l'équivalent d'un plan d'affaires pour une entreprise privée. Le contenu d'un PFT, ce qu'on veut faire, le quoi, les raisons pourquoi on veut faire, les coûts, le combien. Les coûts, ils vont se diviser en trois parties. Il y a les coûts de mise en place du projet, rassembler toutes les ressources nécessaires pour que le projet puisse voir le jour, les immobilisations, donc tout ce qu'on a besoin en biens pour être capable de faire fonctionner le projet, et la troisième partie, le budget d'opération, qu'est-ce qu'il va en coûter pour faire fonctionner le projet d'une façon régulière. Finalement, le montage financier qui va payer le tout. Comme vous vous en doutez, le fichier va nous servir à estimer le coût, c'est-à-dire le combien. Le combien, surtout de deux volets. Le fichier servira à estimer les coûts salariaux non récurrents de la phase de mise en place du projet, les besoins ayant été identifiés par le service responsable et les ressources humaines. C'est-à-dire que si je prends un exemple où un établissement voudrait développer un service de dialyse rénale dans un de ses points de service où ce service-là n'existait pas avant. En partant, l'établissement va monter un projet où il va prendre un membre de son personnel qui connaît le secteur et va lui faire monter le projet ou va engager un consultant. S'il engage un consultant, c'est assez facile, on va avoir des dépenses non salariales, on va savoir avec lui ce que ça va coûter en partant. Mais si c'est notre personnel qui sert à monter le projet, à la mettre en place, on va établir qu'est-ce que ça coûte en fonction de libérer le titre d'emploi d'un employé, de le mettre dans ce projet-là, ou les titres d'emploi de personnes. On va pouvoir aussi considérer, dans mon exemple de dialyse rénale, qu'on a besoin de formation initiale du personnel. Donc, c'est des dépenses qui sont non récurrentes. On établit qu'on a besoin, je dis n'importe quoi, de 6 infirmières qui ont besoin d'être formées une semaine chacune pour donner après les services de dialyse rénale. On va être capable, ça coûte combien former pendant une semaine 10 infirmières. On va être capable de le faire en fonction de ça, ce qu'on paye à l'infirmière, les taux horaires qu'on va payer. Donc, la mise en place du projet, le fichier peut servir pour ça. La deuxième étape,
des coûts, c'est le budget d'immobilisation. Tous les biens que le service va avoir besoin, le PFT va avoir besoin pour voir le jour, que ce soit des biens en rénovation de bâtiments, en construction de bâtiments, en réaménagement de bâtiments, que ce soit des équipements médicaux, que ce soit des meubles, tout ce qu'on a besoin pour être capable de rendre le service disponible. Dans mon exemple de dialyse rénale, on va avoir besoin d'un local, des meubles dans ce local-là, et on va avoir besoin d'appareils médicaux pour être capable de faire la dialyse. Ces coûts-là, normalement, vont être établis par le service responsable, le service technique et le génie biomédicaux. Ensemble, ces trois secteurs-là vont être capables d'établir c'est quoi les besoins en immobilisation pour le projet. Où le fichier prend toute son utilité, c'est surtout dans l'estimation du budget d'opération nécessaire à faire fonctionner le projet une fois qu'il va être en place. Une fois que le ruban va être coupé et on va dire le projet est maintenant en place et il donne les services pour lesquels il a été conçu, encore là, on va être capable, après avoir identifié les besoins par le service responsable et les ressources humaines, on va être capable de voir ce projet-là, voici le personnel qu'on a besoin pour le faire fonctionner sur une base annuelle et le fichier va nous permettre d'évaluer les coûts du projet. Je vous ai parlé de restructuration. On est capable, si on veut, on est capable de voir qu'est-ce que coûte une restructuration dans notre secteur. Si je suis responsable d'une unité administrative, tout ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est je vais identifier c'est quoi ma structure actuelle. On a dit que présentement, dans le calcul du fichier, je peux choisir le maximum de la classe salariale pour chacun des titres d'emploi ou je peux choisir la médiane plus 2. Je ne peux pas aller dire chacun des coûts horaires, des taux horaires de chacun de mes employés dans chacun des titres d'emploi. Ça serait trop précis et ça ne serait pas vraiment utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer chacun des titres d'emploi avec le coût horaire moyen de la médiane plus 2 et on va changer notre structure et on va voir les écarts. Normalement, les écarts devraient être significatifs quand on modifie avec la médiane plus 2, c'est pour se donner une idée des estimations. De toute façon, même si on calculait la structure actuelle avec les employés, demain matin, il peut partir des employés, aller dans un autre secteur, on va les remplacer par des employés qui ont des taux horaires plus élevés ou moins élevés. Donc, les chiffres seraient nécessairement pas beaucoup plus précis. Ça fait que pour avoir une base stable, on va travailler avec la médiane plus 2. On établit notre structure. Chaque type d'emploi qu'on a dans notre unité administrative, de jour, de soir, de nuit, chacun des jours de la semaine. La semaine, la fin de semaine, dépendamment des services, la structure peut être différente. Donc, le fichier donne la possibilité d'identifier les présences la semaine et la fin de semaine. J'établis ma structure actuelle. J'arrive à un certain coût en calculant la médiane plus 2. Ensuite, je vais établir c'est quoi la structure potentielle que je veux avoir. Par exemple, j'ai 3 infirmières de jour. Qu'est-ce qui se passait si au lieu d'avoir 3 infirmières et 4 auxiliaires, je changeais ma structure pour dire je vais mettre que 2 infirmières et 4 auxiliaires. Je ne regarde pas le côté clinique quand je dis ça, puis je ne regarde pas si c'est faisable ou pas. Je fais simplement du côté financier, évaluer les coûts. Le responsable ou la responsable de l'unité administrative jugera des possibilités cliniques de faire les changements. Le fichier, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire la structure actuelle coûte tant, la structure potentielle après les changements que tu m'as donné, ça coûte tant. De telle sorte que vous allez être capable de voir la différence entre les deux structures puis dire si je restructure, voilà ce que ça me coûte ou voilà ce que j'économise. Développement. Quand on parle de développement, on parle ajout de services. Les estimations de besoins sont établies par le service responsable qui va donner ces services-là et les ressources humaines. Ce que le fichier va nous permettre de faire, c'est de transposer les besoins en dollars. Donc, les besoins sont identifiés en personnel et le fichier va permettre de calculer ces besoins-là en dollars. Si les coûts sont différents des budgets qu'on a obtenus, on peut jouer avec les structures et obtenir automatiquement l'effet des modifications qu'on fait sur les coûts totaux.
Oui, il peut servir si on a un ajout de service, de dire, voilà, je veux ajouter des services, voilà le personnel que j'ai besoin, voilà ce que ça me coûte. Le fichier permet aussi de faire l'inverse, de dire, on a reçu 350 000 pour donner des services. Qu'est-ce que je peux me permettre comme employé avec ce 350 000-là? Je vais identifier pour les besoins, pour donner le service, les besoins que j'ai et jouer avec mes structures de personnel pour arriver aux 350 000 que j'ai et voir de quelle façon je peux donner le service. Compression budgétaire. Dans le cas de compression budgétaire, c'est un peu comme la restructuration. C'est un peu inscrire la structure du personnel qu'on a présentement dans notre service. On inscrit cette structure-là directement dedans. On la calcule, par exemple, à la médiane plus 2. Et on va jouer avec les différentes hypothèses de remplacement, de pas remplacement, de personnel, de restructuration de personnel, de titre d'emploi au lieu d'une autre, de présence journalière, de présence les fins de semaine. On va être capable de jouer avec ça pour dire, si j'ai, exemple, dans mon secteur, 100 000 $ de compression budgétaire qui m'ont été attribués, qu'est-ce que je peux faire dans ma structure de personnel pour économiser une telle somme? Je vais mettre mon personnel et je vais jouer avec différentes hypothèses. Donc, on a fait le tour des principales utilités pour ce fichier-là. Maintenant, allons directement dans le fichier Excel pour voir comment fonctionne le fichier. Nous sommes maintenant dans Excel. Ouvrons le fichier Excel qui s'appelle « Estimation des coûts ». Ce fichier-là, quand vous allez l'ouvrir, dépendamment de vos paramètres d'Excel, il se peut que vous ayez un avertissement de sécurité. L'avertissement de sécurité va vous dire que les macros ont été désactivés. Est-ce que vous voulez les activer? C'est-à-dire cette barre-là ici. Vous devriez voir cette barre-là apparaître dans le haut du ruban d'Excel. Si elle n'apparaît pas, pas de problème. Ça veut dire que les macros sont activés dans votre fichier, mais elles doivent être activées. C'est pour ça que je dis, selon les paramètres de votre logiciel Excel, il est possible que l'ouverture du fichier, une barre jaune telle que celle-ci, demandant si vous voulez activer le contenu du fichier, car il contient les macro-commandes. Vous devez cliquer ce bouton et activer le contenu. Sinon, tous les automatismes du fichier ne fonctionneront pas puisqu'ils sont programmés à partir de macros. À partir du moment que vous allez cliquer sur le bouton, le fichier va continuer et il va être prêt à utiliser. Ce fichier vous permettra de faire des estimations budgétaires nécessaires à un projet ou un développement récurrent qui sont mis en place. Qu'il s'agisse d'un nouveau service, d'un développement, de consolidation de services existants ou d'une restructuration pouvant impliquer un projet ne couvrant pas un exercice au complet. De base, l'onglet « Présence » vous présente la possibilité d'inscrire une liste de présence représentant divers titres d'emploi. Toutefois, d'autres sections permettent d'inscrire des besoins additionnels, du temps supplémentaire, de la main-d'œuvre indépendante, des dépenses non salariales. Ces sections sont disponibles en cliquant sur les différents signes « plus » dans la section grise de la marge de gauche dans la feuille de travail « Présence ». Les boutons de couleur orange permettent de lier la définition de la section et la section elle-même, et à l'inverse. Ils permettent aussi la liaison entre la section et la définition. Le premier onglet qui va apparaître à l'ouverture du fichier, c'est l'onglet ici « Instructions ». Quand vous allez avoir utilisé le fichier une fois ou deux, vous n'aurez plus besoin de l'onglet « Instructions », vous allez comprendre son fonctionnement. Le tutoriel va plus loin et l'onglet « Instructions » redonne les instructions d'une façon un peu plus concise. On va passer section par section ensemble dans cet onglet « Instructions ». Premièrement, on a les généralités ici. Les couleurs ont une signification dans les différents onglets. Le jaune pâle, vous devez inscrire les informations budgétaires nécessaires au calcul dans ces cellules. Les cellules vert pâle, vous avez la possibilité de changer les valeurs déjà inscrites dans ces cellules. Quand on voit un fond de cellule qui est rouge, on dit des données doivent absolument être inscrites dans ces cellules. Quand c'est gris ou gris bleu,
Ces cellules sont le résultat d'un calcul automatique et ils ne peuvent pas être modifiés. Étape pour optimiser l'utilisation du fichier dans l'onglet Présence. Premier point, en cliquant sur l'icône « Réinitialiser les valeurs par défaut », on s'assure une mise à zéro de tous les champs de données. Ainsi, aucune donnée ayant été utilisée antérieurement ne viendra influencer vos calculs. Si je clique sur le bouton orange 1, il m'amène directement à l'icône. Donc, c'est l'icône qu'on voit ici qui s'appelle « Réinitialiser les valeurs par défaut ». En cliquant sur ce bouton, vous videz toutes les cellules où il peut avoir des données. C'est un grand ménage. Il repart. On s'assure que tout est réinitialisé, qu'il n'y a pas de données d'utilisation antérieure qui va venir changer votre évaluation de projet. Et si je clique sur le petit 1, je retourne où j'étais dans la section, appelons ça, de détails d'utilisation, d'aide. Deuxième point, au point 2, inscrire le nom de l'établissement et le titre du projet estimé. Ces données seront imprimées sur la version papier du rapport. Donc, si je clique sur le 2, il m'emmène ici, on demande inscrire le nom de l'établissement, inscrire ici le titre du projet. C'est ce qui va être répété dans les impressions. Troisième étape, il est primordial d'inscrire une date au début et une date de fin, afin que le fichier soit capable de calculer une période durant laquelle l'estimation doit être faite. Sans ces dates, aucun calcul n'est fait. Le fichier calcule n'importe quelle période. Vous pouvez lui donner une période d'une journée à aller jusqu'à une période de 365, 366 jours. Il va calculer lui-même les journées ouvrables. Vous lui donnez une période de temps, on va voir comment, et le calcul est fait en fonction de la période de temps que j'avais donnée. Si on va ici, si je clique sur le bouton 3, on s'en va, on est rendu dans la feuille présence, et on voit qu'ici, on demande, les cellules sont rouges, le fond des cellules sont rouges. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez des fonds de cellules qui sont rouges, ça veut dire obligatoirement, il vous manque de l'information. Ici, on va mettre des chiffres, à peu près n'importe quoi, simplement pour avoir des idées. On va dire que dans la cellule ici, D5, je vais rentrer une date, la date de début de mon projet, 2019-04-01, au 2020-03-31. Disons que je le fais pour l'exercice 2019-2020. Je retourne. La quatrième étape, on dit les calculs salariaux peuvent être faits selon deux choix. Soit selon le taux horaire représentant la médiane plus 2, le taux horaire utilisé par le ministère, pour chaque titre d'emploi, ou tout simplement le taux maximum de chaque titre d'emploi. Puisqu'habituellement les conventions collectives sont signées à l'avance, les taux horaires sont connus pour 4 ans. On doit donc choisir l'année financière en fonction des taux horaires qu'on désire utiliser. Si je clique sur le 4 ici, il nous amène dans cette section ici. Je dois choisir ici si je prends le maximum ou la médiane plus 2. Et je vais choisir l'année commençant. Je veux les taux horaires utilisés sont ceux de l'exercice financier débutant le. Dans ce cas ici, à cause des conventions au moment où je fais la vidéo, les conventions sont signées jusqu'à la fin 2019. Donc les taux au 1er avril 2019 sont connus. Quand on va avoir un renouvellement de convention collective, on va venir réajuster ces taux-là. Pour l'instant, on va choisir 2019. La première section de l'onglet Présence doit contenir l'essentiel des estimations en main-d'œuvre. On doit identifier la majorité des présences journalières qui seront nécessaires, et ce, par titre d'emploi, par quart de travail. Allons dans la cinquième étape. Dans la colonne intitulée « Quart », on doit identifier durant quel quart de travail seront faits les présences que l'on va identifier. Je clique sur le 5. Ici, on doit choisir, dans cette colonne-là, on doit choisir le quart. Si je regarde ici, on a le choix entre un quart de jour, un quart de soir, un quart de nuit. Prenons comme un exemple, je choisis le quart de jour. Sixième étape,
Cette colonne permet de choisir à l'aide du menu déroulant, dans chacune des sections que l'on verra, le titre d'emploi voulu. Ce menu déroulant possède une saisie semi-automatique. Puisque la liste des titres d'emploi disponibles est très longue, on peut saisir dans la cellule appropriée les premières lettres du titre d'emploi recherché, appuyer sur la touche Enter, puis cliquer sur la tête de flèche vers le bas pour obtenir la liste des titres d'emploi débutant par les lettres qu'on aura données. Je vous donne un exemple. Je vais dans la 6e étape. Ici, on a les titres. Partout, on a des titres, des lignes pour les titres d'emploi. Si je veux choisir un titre d'emploi d'infirmière, j'ai plusieurs titres d'emploi d'infirmière, je peux tout simplement cliquer INF pour infirmière, je fais retour, ensuite je retourne sur la case et je clique sur la flèche pointant vers le bas. Je n'ai que des titres d'emploi d'infirmière. Si mon infirmière est une infirmière 2471, donc une infirmière typiquement technicienne, je vais cliquer tout simplement sur le titre d'emploi. Si je veux un ergothérapeute, je vais cliquer sur Ergo, faire le retour, revenir dessus et j'ai qu'un titre d'ergothérapeute. Préposé, j'ai plusieurs titres de préposé, je vais tout simplement faire préposé, je reviens. Donc j'ai tous mes préposés ici à buanderie, à l'audiovisuel. C'est simplement pour être un petit peu plus. Et j'ai tous les préposés ici. J'ai même, parce que j'ai fait PR, j'ai aussi le titre d'emploi de presseur qui commence par ça, par PR. Donc, je peux choisir. Pour mon exemple, on va choisir infirmière. Donc, on va travailler avec infirmière. J'ai une infirmière, exemple 2471. Je choisis mon titre d'emploi. Et je peux choisir un titre d'emploi pour, voyez la liste si elle est longue, je peux choisir un titre d'emploi différent pour chacune des lignes. Si je mets ici cadre, je reviens dans ma cellule, je vais avoir les cadres avec toutes les classes salariales de cadre. Si c'est une classe 15, 14, je vais le choisir. Si ensuite j'ai une autre auxiliaire, un préposé au bénéficiaire, mettons, comme je faisais tout à l'heure, PRE, je choisis, j'ai un préposé au bénéficiaire, donc préposé au bénéficiaire. Il faut que je donne le quart. Si je donne un quart de soir, pour mon exemple, à fin d'exemple, un quart de nuit. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça fait comme différence. Et chacun des sections, chacune des lignes, on peut avoir un titre d'emploi différent. Ainsi, j'ai la possibilité d'avoir à peu près 25 titres d'emploi différents pour un même projet. Si je retourne dans l'onglet d'aide, la section étape 7, on doit y indiquer le nombre d'heures qui seront travaillées pour chacun des quarts de travail. Je retourne ici. Dans ma section heures par quart, mon infirmière, exemple de jour 24-71, je vais dire qu'elle travaille 7h30 par jour. Mon cadre, il va travailler 7 heures. Mon préposé au bénéficiaire, 7h25. Donc, dépendamment du nombre d'heures que va travailler mon titre d'emploi, je vais venir le mettre dans la colonne heures par quart de travail. Si j'avais des infirmières qui travaillaient 7h30 puis des infirmières qui travaillaient 7h15, ben, je ferais 2 lignes d'infirmières 24-71, une à 7h15 et l'autre à 7h30. Étape 8. On indique combien de présences journalières sont nécessaires pour le titre d'emploi et le nombre d'heures par quart de travail qui ont été identifiés sur cette même ligne. Je retourne à 8. Dans la section ici, présence, on voit que j'ai du dimanche au samedi. Je vais venir dire 2 jours. Mon infirmière 24-71 qui travaille 7h30, j'en ai combien le dimanche, combien le lundi, combien le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Exemple, si j'ai une infirmière à tous les jours de la semaine, je vais venir inscrire à tous les jours de la semaine. Mon cadre, je vais l'avoir simplement, j'ai un cadre pour les 5 jours de la semaine. Il ne travaille pas le samedi ni le dimanche, donc je ne marquerai pas de présence.
Mon préposé aux bénéficiaires de nuit, disons que j'en ai 2. Je vais venir mettre mon 2 tous les jours où j'ai mes présences. Si j'avais des présences, si j'avais mon préposé aux bénéficiaires, le mercredi, pour n'importe quelle raison, j'en aurais 3, ben, j'en mettrais 3 tout simplement. À partir du moment où c'est de nuit un préposé à 7h25, mes présences ici peuvent varier, ne sont pas obligées d'être pareilles, peuvent varier à tous les jours. Je retourne à l'étape 8. À l'étape 9, maintenant, on dit « Pour chacun des titres d'emploi, on doit identifier le niveau de remplacement des absences de vacances, fériés, maladies courte durée. Si ces pourcentages de remplacement pouvaient varier pour un même titre d'emploi, on doit créer ce même titre d'emploi sur une autre ligne et mettre les pourcentages appropriés. » Je vais à l'étape 9. Ici, on voit remplacement. Vacances, fériés, maladies. Ici, là, mon infirmière de jour, je vais venir dire ces pourcentages de vacances, combien j'en remplace. Disons que mes vacances sont remplacées à 100%. Mes fériés aussi. Et mes journées de maladie, pour le besoin de la cause, je les remplace à 50%. Mon cadre, je vais dire que je remplace, j'ai aucun remplacement pour mon cadre. Et mon préposé de nuit, je vais remplacer 100%, 50% des fériés et 100% des maladies. Ça n'a pas grand bon sens parce que le férié, si j'ai les journées de férié, j'en aurai pas, donc je vais remplacer à 100% aussi. Mais je peux mettre les pourcentages de remplacement que je veux. Si je disais ici que j'ai 2 préposés aux bénéficiaires, mais que je remplace les vacances de 1 sur 2, je pourrais faire 2 choses. Je pourrais mettre mon remplacement à 50% tout le temps. Donc, j'en remplacerai toujours la moitié d'un. Ou ben non, je créerai un autre préposé aux bénéficiaires. La même ligne de préposé aux bénéficiaires. Donc, mon préposé 34,80, je dis 7h15. Là, je séparerai, si on veut, mes 2. Là, je pourrais en laisser 2 cette journée-là. 1, 1, 1. Et je mettrais 1, 1, 1, 1, 1 tous les autres jours. Et je dirais, lui, je le remplace à 100%. Et lui, je le remplace, mettons, à 50% ou à 0, au pourcentage que je veux. Vous comprenez le principe. Si j'ai des pourcentages différents de remplacement, je peux créer une autre ligne tout simplement. Je retourne à l'aide. Pour chacun des titres d'emploi identifiés, le fichier permet d'indiquer 4 primes. Toutefois, pour les présences indiquées de soir, de nuit et de fin de semaine, les primes sont indiquées automatiquement. On voit ici dans la section primes, on peut choisir jusqu'à 4 primes. On a un menu déroulant, on clique dans la cellule, on a un menu déroulant et on peut choisir les primes qui sont par ordre alphabétique, toutes les primes disponibles dans le réseau de la santé. Je vous disais les primes automatiques. Si on regarde notre infirmière, notre premier titre d'emploi ici, on a mis les présences d'infirmières le dimanche et le samedi. Donc, automatiquement, il y a une prime de fin de semaine qui a été ajoutée. On a mis de nuit, notre préposé ici, on l'a mis de nuit. Il y a une prime de nuit qui s'est mise. Comme on l'avait mis la fin de semaine, il y a les deux, la prime de nuit et la prime de fin de semaine. La prime de nuit, il y a différentes primes de nuit. C'est celle 0,5 ans qui embarque automatiquement. Si ce n'est pas celle qu'on veut, on peut choisir. On a la liste ici. Pour le cadre, comme il n'a pas travaillé les fins de semaine et comme il travaille de jour, il n'y a aucune prime qui a été mise de façon automatique. On voit aussi que les colonnes S et T, on voit les équivalents temps complet que chacune des lignes génère. Donc, mon infirmière ici qui travaille 7h30 du dimanche au samedi va générer un équivalent temps complet de 1,4. Et le coût de ce 1,4-là, avec le remplacement des vacances, des fériés, des maladies, va coûter 136 326 $. Quand on dit la masse salariale, ça signifie le coût des heures travaillées qui est payé à l'employé,
mais aussi les avantages sociaux généraux, c'est-à-dire les vacances, les fériés et les maladies en fonction des heures travaillées qu'on a identifiées, plus aussi les avantages sociaux particuliers, un pourcentage qui va venir estimer un montant d'avantages sociaux particuliers, c'est-à-dire les heures d'orientation, de formation, d'assurance salaire, congé parental, tout ce qui fait partie des avantages sociaux particuliers. On va établir un pourcentage qui va venir évaluer ces coûts-là. Et aussi, dans la masse salariale, on retrouve la part de l'employeur à certains programmes sociaux comme l'assurance chômage, la régie des rentes, etc. Donc, quand on parle de masse salariale, on parle de tous les coûts reliés à la masse salariale. On a aussi au total, ce qu'on a mis ici à titre d'exemple, ça équivaut à 5 équivalents temps complet et le coût total de la masse salariale pour tous les postes, toutes les présences de titres d'emploi identifiés, 406 589. C'est ce qu'on dit ici. La colonne S de cette section montre les équivalents temps complet résultent des présences identifiées sur cette ligne. La colonne T, quant à elle, démontre le coût total de la masse salariale associée à cette même ligne. Étape 11. La section temps supplémentaire est accessible en cliquant sur le signe plus dans la marge de gauche. Cette section permet de prévoir que certains quarts de travail devront être payés à temps supplémentaire. Il ne s'agit pas ici d'identifier des heures d'appoint ou additionnelles aux présences qu'on a identifiées dans la première section, mais plutôt de prévoir que des remplacements d'absence qu'on a prévus des pourcentages dans la première section le seront en temps supplémentaire. C'est-à-dire que ça n'augmente pas les heures, ça va simplement augmenter le taux horaire. Si on a identifié un coût de 30 $ et que là on dit oui, mais il y a du remplacement qui va se faire à temps supplémentaire, on va compter à temps et demi, donc à 45 $, 1,5 fois le 30 $. Le fichier va venir calculer le nombre d'heures à 15 $ de plus pour le remplacement qu'on a identifié en temps supplémentaire. On doit choisir le titre d'emploi et inscrire dans la colonne nombre d'heures les heures que l'on croit devoir payer à taux supplémentaire. Si je vais dans l'étape 11, ici on voit, on a une section, le titre de la section. Si on clique sur le petit plus dans la marge de gauche, il s'ouvre une section. On doit choisir le taux. Encore ici, disons mon infirmière, même procédé pour identifier le titre d'emploi. Je marque les 2-3 premières lettres. Je reviens dans la case et j'ai le choix dans les titres d'emploi. Encore du 24,71. Et là, je vais dire, exemple, il y a 100 heures qui vont être faites à temps supplémentaire. Qu'est-ce que va faire le fichier? Le fichier va compter 100 heures pour lesquelles on va payer une fois et demie le taux horaire. On a déjà prévu ces heures-là dans le remplacement. Comme je vous disais, ce ne sont pas des heures qui s'additionnent aux heures qui ont été déjà établies dans les présences de la première section. Ce sont des remplacements qui, dans la première section, ont été identifiés, ont été évalués au taux horaire de la médiane plus 2, disons, si c'est ce qu'on a choisi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, dans les heures de remplacement, il y a 100 heures qui vont être faites à taux et demi. Donc, pour ces 100 heures-là, le fichier va simplement venir additionner à la masse salariale 100 heures pour l'excédent de 1/2 fois le taux. C'est-à-dire que si on avait prévu un taux horaire de 30 $ de l'heure, le fichier va dire on va payer à temps et demi, donc on va payer 45 $ de l'heure, 45 $ de l'heure pour 100 heures. Il va calculer le 100 heures à 15 pièces de l'heure et il va rajouter ça à la masse salariale. Section 12. Une autre section est accessible permettant de tenir compte des besoins additionnels aux présences identifiées dans la première section ou, au contraire, à inscrire des périodes d'économie, comme par exemple des fermetures de lits. Cette section est accessible, encore ici, en cliquant le plus dans la marge de gauche. Donc, une section ici qui s'appelle heures d'appoint ou d'économie. On clique le petit plus dans la marge de gauche. Il s'ouvre une autre section à nous. Dans cette section-là, on voit que différentes sections, on peut choisir encore le quart de travail, le titre d'emploi selon la même méthodologie.
mais là, ici, il y a une période. On peut changer la période. Par défaut, la période du haut, c'est la même qu'on a identifiée ici. Si vous regardez ici du 1er avril au 31 mars, par défaut, va être marqué du 1er avril au 31 mars. Mais on peut changer cette période-là. Si je dis que je vais avoir besoin d'une infirmière les lundis et les mardis du 2019 06-04 au 2019 06-30, j'ai besoin d'une infirmière qui va travailler 7h30 et elle va travailler le dimanche et le lundi. Comme je suis de jour, je vais avoir, et j'ai dit le dimanche, le fichier va calculer une prime de fin de semaine. Je pourrais aussi dire, je choisis toujours, prenons le même exemple, mon infirmière. Et là, je vais prendre la même période, pour dire, mettons, ou une autre période, c'est pas important, 2019 06 04 jusqu'au 2019 09 09. Là, je vais dire, durant cette période-là, je ne sais pas quels jours qu'elle va travailler, mais je sais qu'il va avoir besoin de 200 heures. On peut venir dans la colonne ici, besoin global, et mettre 200 heures globalement. Le système va compter 200 heures au lieu de venir calculer. Sauf que là, automatiquement, il ne mettra pas de prime. Encore toujours dans cette section 13-là, si je dis que je vais, infirmière, je vais économiser parce que j'ai une fermeture de lit. Ma fermeture de lit, elle va être du 2019 c'est-à-dire 11-01 au 2019 12-31. Et pendant cette période-là, je vais économiser une infirmière tous les jours de la semaine. Je vais venir dire moins une présence. Je vais commencer par lui dire que les quarts de travail, c'est des 7h30. Je vais économiser le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et finalement le vendredi. Et on voit que quand je choisis de mettre mes présences la semaine, se grise la section besoin global. Comme quand j'ai mis un montant dans besoin global, vient se griser le quart de travail et les primes pour pas qu'on l'utilise. Ça fait que vous voyez qu'on peut faire ou un ou l'autre selon les besoins. C'est ce qui est dit dans la section 13. Ces sections utilisent par défaut la même période de temps déjà identifiée dans les cellules D5 et F5 de l'onglet Présence. Toutefois, cette période peut être modifiée pour tenir compte d'une période différente. Toujours dans la section de besoins additionnels ou d'économie, on doit choisir le quart de travail et le titre d'emploi. Ces besoins additionnels doivent être identifiés par jour de la semaine. À ce moment-là, on doit identifier combien d'heures seront travaillées ou économisées durant chacun des quarts de travail et identifier les primes requises. Ou on peut simplement identifier un titre d'emploi et inscrire un nombre global d'heures sans préciser le quart de travail ou de jour. Étape 14, la section main-d'œuvre indépendante qui est accessible encore ici en cliquant le plus dans la marge de gauche. Elle permet de prévoir que nous devrons avoir recours à de la main-d'œuvre indépendante, soit pour remplacer des absences déjà prévues au taux horaire, soit pour combler des besoins additionnels qu'on a déjà identifiés. Encore ici, on doit donc identifier le titre d'emploi, les besoins peuvent être établis par quart de travail et par jour de la semaine ou tout simplement un nombre global d'heures. J'ai une section qui s'appelle main-d'œuvre indépendante. Si je vais dans la marge de gauche, je clique le plus. J'ai une section qui ouvre. Je vais choisir, encore ici, selon toujours la même méthode pour mes titres d'emploi, mon infirmière qui va travailler 7h30. Et je vais dire qu'elle travaille du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que j'ai choisi de donner des heures par jour, mon besoin global ici est grisé.
Toutefois, je vous ai dit au début que quand vous voyez une section rouge, ça veut dire que j'ai besoin d'informations. Dans cette section ici, si j'ai besoin d'informations, à savoir ce que je viens d'identifier ici, est-ce que c'est en plus de la structure qui est déjà là ou c'est déjà compris dans la section précédente, dans la première section? Si c'est en plus, ça devient un peu comme les présences journalières où on a mis dans la section précédente un besoin additionnel. Et si c'est déjà compris, ça devient un peu comme du temps supplémentaire. Ce qui est important, c'est que si c'est comme du temps supplémentaire, si c'est déjà inscrit ici, on va choisir encore là avec le menu où c'est inclus ou c'est en plus. Si c'est inclus, on va venir dire j'ai des heures que j'ai prévues en vacances, en férié, en maladie, des remplacements. Je prévois que j'aurai pas de monde sur la liste de rappel et j'aurai pas de monde même qui va pouvoir payer supplémentaire, de telle sorte que je vais être obligé d'aller en main-d'œuvre indépendante. Donc, c'est inclus dedans, sauf que je vais le faire en main-d'œuvre indépendante. Si je le fais en main-d'œuvre indépendante, un peu comme en temps supplémentaire, ça ne donne pas des heures de plus. Ça vient, je vais rajouter le taux horaire. C'est pour ça qu'il y a une section ici. Je dis mon infirmière, le taux horaire de mon infirmière est 32,43. Quand dans la première section, on a dit qu'on avait du remplacement pour un poste d'infirmière 24,71, le remplacement dans la masse salariale a été calculé à 32,43. Si notre main-d'œuvre indépendante nous coûte 65 pièces de l'heure, ben on va venir dire 65 pièces de l'heure dans la section taux horaire. Ainsi, le fichier va dire 65 pièces de l'heure, comme c'est inclus, 65 pièces de l'heure moins 32,43 fois le nombre d'heures avec les présences que j'ai identifiées et on va établir un coût à ça qu'on va venir rajouter. Si c'était en plus, et là, il va tout simplement dire le nombre d'heures identifiées multiplié par le 65 pièces de l'heure, ça va nous donner des heures de plus, mais là, il va nous donner des heures de plus. On a dit que je pouvais identifier par jour ou je pourrais tout simplement identifier comme dans la section tout à l'heure. Je dis m'avoir 100 heures supplémentaires d'infirmière, pas de supplémentaire, mais de main-d'œuvre indépendante. Je vais avoir 100 heures. Ces 100 heures-là, ils sont inclus dedans et je vais les payer 65 pièces de l'heure. Il va dire 100 heures fois 65 pièces. S'ils sont inclus, 65 pièces moins le 32, ma différence, 100 heures. C'est ce qui est dit à section 15 et 16. Les besoins en main-d'œuvre indépendante identifiés peuvent l'être en plus de la structure ou inclus dans celle-ci. On doit donc identifier si la main-d'œuvre indépendante dont il est question sur cette ligne remplacera des absences qui avaient été évaluées précédemment ou s'il s'agit de besoins additionnels qui n'ont pas été encore identifiés. 16. Dans cette colonne, on doit inscrire le taux horaire que l'on prévoit payer pour la main-d'œuvre indépendante identifiée sur cette même ligne. La dernière section, une dernière section dans l'onglet « Présence » permet de prévoir les dépenses autres que salariales et les déductions, vente de services, recouvrement, transfert. Elle est accessible en cliquant sur le signe plus dans la marge de gauche. On doit identifier la description du code comptable, son numéro si possible et le montant estimé. De plus, on dispose d'une section intitulée « Notes » permettant d'inscrire des commentaires ou des hypothèses de calcul. Toujours dans la marge de gauche, le petit plus, on va venir ici dans la section de gauche, identifier, exemple, des fournitures médicales. Le code, c'est le 2400. Le montant, on va avoir 5000 $. Et je vais dire identifié par la gestionnaire. Ou je pourrais mettre n'importe quoi d'autre qui justifie mes calculs. Je pourrais en mettre quelques-uns. Le fichier va additionner ces formules-là et va faire le total de tout ça. Ça fait le tour de la section de l'onglet « Présence ». Maintenant, les étapes pour optimiser l'utilisation du fichier dans l'onglet « Autres charges indirectes ». Cet onglet permet de joindre aux coûts identifiés directement à l'unité administrative des coûts engendrés dans d'autres secteurs connexes. Ainsi, en plus d'estimer les coûts générés directement par l'activité du projet,
on viendra estimer l'effet sur d'autres secteurs de l'établissement qui seront impactés par cette même activité. Étape 18, tout d'abord, on doit identifier le secteur d'activité dont on tente d'estimer les impacts. Ici, à 18, on va identifier notre projet. Exemple, hygiène et salubrité. Je retourne à l'instruction. Étape 19, la première section demande d'identifier les types d'emplois qui seront touchés et d'inscrire le nombre d'heures engendrées par le projet. Le taux horaire sera généré et les calculs salariaux tiendront compte des avantages sociaux généraux, des avantages sociaux particuliers et des charges sociales. Si on va à 19, ici, on peut choisir encore toujours la même mécanique. Je peux faire INF pour mes infirmières. Je choisis mon infirmière. Ici, on voit que les taux sont faits à partir des taux représentant la médiane plus 2 parce que dans l'onglet Présence, ici, on avait choisi la médiane plus 2 pour 2019. On va voir que dans l'onglet Autres charges directes, les taux horaires utilisés sont ceux de l'exercice débutant le 1er avril 2019 aussi. Donc, je dis en hygiène et salubrité, là, on ne mettra pas infirmière, on va marquer, mettons, préposé. On va avoir un préposé à l'entretien ménager. Préposé à l'entretien ménager, disons, les travaux légers. Le taux horaire de la médiane est à 19,37. Je vais dire, cette activité-là, celle qui a été décrite dans l'onglet Présence-ci, cette activité-là, disons qu'elle génère 200 heures de façon annuelle de salaire de préposé aux bénéficiaires, de préposé à l'entretien ménager. Le fichier va compter 200 heures à 19,37 plus un pourcentage des avantages sociaux généraux, particuliers et charges sociales, ce qui donne 5 797. Je pourrais mettre 2, 3, 4 types d'emplois différents qui seraient touchés par le projet dans l'hygiène et salubrité. Étape 20, la deuxième section demande d'identifier le code comptable, son numéro et son montant. La deuxième partie ici, on va dire fourniture d'entretien. Disons que c'est la nature 5000. Et je vais dire un montant de 2500 $ sur une base annuelle. On voit que mon total ici, c'est le total du 5000 plus le 2500. On retourne à l'instruction. Finalement, il se peut qu'il soit plus facile d'identifier les coûts d'un secteur d'activité à partir de ses coûts unitaires. Alors, on doit décrire ces coûts unitaires en inscrivant le montant et le volume d'activité prévu. À ce moment-là, on ne doit pas identifier de salaire et d'autres dépenses directes puisque ces coûts font partie du coût unitaire. Si on va en 21 ici, où on choisit de mettre des salaires et des autres dépenses pour hygiène et salubrité, où on décide de dire le coût unitaire, c'est le coût unitaire étant le mètre carré. Le coût unitaire, disons que le responsable de la salubrité de ce secteur-là dit c'est 100 $ du mètre carré. Le volume, on va voir que notre projet, on va voir combien de mètres carrés est généré par notre projet. Disons que c'est 50 mètres carrés. Automatiquement, le fichier va compter 5000 $. Si on met 5000 $ pour le coût unitaire, on ne devrait pas mettre d'autres dépenses et on ne devrait pas mettre de salaire. On devrait que mettre le 5000 $. C'est un ou l'autre. On voit qu'on a la possibilité, avec les petits plus dans la marge, d'identifier plusieurs secteurs d'activité connexes, toujours selon la même méthodologie, c'est-à-dire salaire et autres dépenses ou coût unitaire. On peut aller jusqu'à 10 secteurs connexes. On retourne à l'onglet Instruction.
Cet onglet permet d'identifier des coûts indirects dans 10 secteurs d'activité connexes au projet. Pour accéder aux différentes sections, cliquez sur le bouton marqué d'un plus dans la marge grisée à gauche complètement de l'onglet. Un autre onglet, l'onglet intitulé Sommaire. Vous trouverez dans cet onglet un sommaire de l'ensemble des informations relatives aux dépenses identifiées dans les onglets Présence et Autres charges indirectes. Cette information vous est donnée en heures et en dollars. Elle peut être imprimée en cliquant sur l'icône représentant une imprimante. Si je vais à 22, ici, on a le résumé, si on veut, du projet. La première partie allant jusque ici, donc des coûts directs nets. Cette première partie représente les coûts identifiés dans l'onglet Présence, qu'on a identifié directement au projet, alors que les autres coûts directs ici sont le total de ceux qu'on a identifiés dans l'onglet Autres charges directes. Et le total de 521 dans notre cas 447, c'est l'onglet Présence plus l'onglet Autres charges directes. On retourne dans l'onglet Instructions. 23e étape. Dans ce même onglet, une liste des écritures budgétaires à faire afin d'intégrer le budget de ce projet dans les livres comptables de l'établissement. On peut imprimer cette écriture en cliquant sur l'icône représentant une imprimante au début de la colonne N. Si on va dans la colonne M, on voit l'icône ici qui nous permet d'imprimer cette écriture-là. Et c'est l'écriture comptable qu'on aurait à faire, pas pour les autres charges directes, mais pour le projet. On voit qu'on a le détail pour chacune des natures comptables et on totalise 13 626 heures pour 516 447 $. C'est ce à quoi on arrive dans le total, dans le sommaire ici, pour le total des coûts directs nets, c'est-à-dire des coûts nonobstant les autres charges directes. Dernier onglet qui va nous permettre de faire les calculs, l'onglet intitulé Performance. Cet onglet permet d'estimer la performance financière d'un projet en le comparant à des ratios représentant la norme à atteindre. Étape 24, il suffit d'inscrire aux colonnes D12 et D13 les unités de mesure par heure travaillée représentant la norme auquel le projet doit être comparé. Allons à l'étape 24. Ici, on voit une autre feuille, un autre onglet qui s'appelle Performance. Dedans, on voit déjà beaucoup de données qui sont faites qui sont alimentées à partir des données qu'on a déjà inscrites. Tout ce qu'on a besoin de faire pour calculer la performance, c'est de dire le groupe avec qui on veut se comparer, c'est quoi le ratio de comparaison. Ici, prenons l'exemple que ce sont des soins infirmiers qu'on a fait. On n'a pas beaucoup de monde, là, les ratios vont être performants. Mais disons que le ratio est de 6,5 heures soins par unité de mesure. Donc, c'est 6,5 heures travaillées par unité de mesure. Notre ratio à nous, on sait qu'on a déjà 10 765 heures travaillées. Si je vais dans mon sommaire, mes heures travaillées ici totalisent 10 765. C'est ce montant qui est reporté ici. On va venir lui dire à la cellule F13 le nombre d'unités de mesure qu'on prévoit faire. Simplement pour arriver avec des chiffres qui ont de l'allure, disons que les présences que j'ai mis ici, partout que j'ai mis dans cette feuille-là, qui totalise ce qu'on a vu le sommaire de 10 765 heures travaillées, disons que ce sont pour 5 lits. Donc on va dire 5 lits multipliés par 365 jours, multiplié par un taux d'occupation de 98%, on va arriver à 1789 unités de mesure. Ainsi, 10 765 heures travaillées divisé par 1789 unités de mesure va donner un ratio de 6,02, alors que le ratio de comparaison est de 6,5. Ça veut dire ce qu'eux autres, normalement, notre groupe de comparaison, prennent 6,5 heures travaillées par unité de mesure. Nous autres, on prévoit en faire
que 6,02. Donc, on va être 0,48 heures travaillées de moins que le groupe de comparaison par unité de mesure. Ce 0,48-là pour les 1789 unités de mesure qu'on va faire. Donc, on va travailler 860 heures de moins que le groupe de comparaison. Si on travaille 860 heures de moins que le groupe de comparaison, ça équivaut à combien? On va établir le taux horaire d'une heure travaillée. Qu'est-ce que coûte au total une heure travaillée? On a notre masse salariale 511 447 et on a le total de nos heures travaillées 10 765. D'où viennent ces chiffres-là? Si on va dans notre sommaire, on a ici notre masse salariale totale 511 447 divisé par nos heures travaillées, 10 765. Chaque heure travaillée coûte à l'établissement 47,51. Comme on a 860 heures travaillées, multipliées par 41,51, on est performant sur la base de la masse salariale. Comparativement au groupe de comparaison, on ferait la même job, c'est-à-dire des unités de mesure, le 1789, on ferait ça avec 40 000 $ de moins que le groupe de comparaison. Du côté autres dépenses, le groupe on voit que nous, on a établi 5 000 nos autres dépenses. Si on va dans l'onglet présence, nos autres dépenses ici, qu'on a établis, on les a dans le sommaire. Nos autres dépenses, ils sont de 5 000 $. La performance, on va dire 5 000 $ divisé par le nombre d'unités de mesure qu'on a identifié ici. Ça veut dire il nous coûte, chaque jour présence va nous coûter 2,80. Mettons que le groupe de comparaison, c'est, je dirais n'importe quoi, 1,75 par unité de mesure. Donc, ça veut dire qu'on coûte 1,05 $ de plus que le groupe de comparaison. On est non performant. Chaque unité de mesure nous coûte 2,80 alors que le groupe, il coûte 1,75 $. Ce 1,05 $-là, multiplié par les 1789 unités de mesure qu'on prévoit faire de plus, ça va nous dire qu'on va coûter en autres dépenses 1870 $ de plus que le groupe de comparaison. Ainsi, quand on a une performance salariale de 40 000 $ et une non-performance des autres dépenses de 1800 $, au global, notre performance totale est un moins l'autre, 38 999, c'est notre performance. Je retourne mon onglet Instruction. À l'étape 27, on dit « Si on dispose plutôt du coût unitaire comme norme de comparaison, le fichier peut évaluer la performance par rapport à celui-ci. Il suffit d'inscrire ce coût unitaire de comparaison à la cellule I45. Toutefois, on doit aussi inscrire le nombre d'unités de mesure que le projet génère à F13. » Alors, si on regarde cette section ici, on dit coût unitaire auquel on doit se comparer. Disons que je n'ai pas le ratio d'heures travaillées par unité de mesure auquel je veux me comparer, ni le ratio d'autres dépenses par unité de mesure, mais je sais que j'ai un coût unitaire qui doit être de 300 $ à lequel je veux me comparer. Ici, le fichier va calculer mon coût unitaire à moi pour mon projet. Le coût unitaire du projet, ça va être quoi? Si je vais dans l'onglet sommaire, les coûts directs nets du projet, on a dit que c'était 516 447 $, qu'on va diviser par le nombre d'unités de mesure, 1789. Donc, ça nous coûte 516 447 pour produire 1789 unités de mesure. Ça veut dire un coût unitaire de 286,76. On a un écart de coût unitaire performant parce que le groupe de comparaison est à 300 $ et nous, on coûte 288. On est performant de 11,24 $ par unité. On a 1789 unités. 11,24 multiplié par 1789, ça fait une performance de 20 103. Donc, on peut calculer la performance selon deux volets, où on a le détail des heures travaillées par unité de mesure et des autres dépenses par unité de mesure, ou on le fait avec un coût unitaire. Si on retourne dans l'onglet Instruction,
on voit que pour imprimer ces calculs de performance financière, cliquez sur l'icône représentant l'imprimante. Donc, si on clique sur cette icône-là, on va imprimer la page des calculs. Dernière section ici, on va parler de données. On n'a plus de chiffres à rentrer à nulle part. Tout ce qu'on a, on va regarder les données. On dit 3 autres onglets sont dédiés à différentes données nécessaires à tous ces calculs. Les 2 premiers, titres d'emploi et primes, contiennent tous les titres d'emploi et les primes disponibles dans le réseau de la santé en fonction des choix qui ont été faits dans les cellules appropriées. Les taux horaires et les primes proviennent du site du Secrétariat du Trésor du Québec ou du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. En B, on dit « Le 3e onglet de données contient les informations provenant du calcul du rapport AS471, c'est-à-dire le rapport financier annuel, de tous les établissements du Québec, afin d'établir le ratio d'avantages sociaux généraux et particuliers ainsi que les charges sociales. De plus, on y trouve une table établissant les données relatives au nombre de jours pour les avantages sociaux généraux que l'utilisateur désire utiliser. » Finalement, ces 3 onglets deviennent disponibles en cliquant sur l'icône ici et ils se cacheront automatiquement lors de la prochaine sauvegarde du fichier. Si on clique sur l'icône qu'il y a ici, on voit qu'il vient d'apparaître 3 onglets. L'onglet titre d'emploi, où on voit, comme je vous disais, tous les titres d'emploi. C'est ce qui alimente quand on fait le choix du titre d'emploi dans la présence. Quand ici, on fait le choix du titre d'emploi, c'est cette liste-là qui alimente. Primes, c'est un peu la même chose. C'est ce qui alimente nos primes ici. Ce sont les primes qui sont négociées. Et finalement, table ici, on a, je vous ai dit, les données utilisées présentes sont celles cumulant toutes les pages 320, 330, 331 du rapport AS 471 2017-2018 des établissements faisant partie de la liste débutant à la cellule A60. Si on va à la cellule A60, ici en bas, on a la liste des établissements qui ont servi à établir les moyennes de taux. Ce qu'on a fait ici, on a pris les pages 320, 331 et 330 de tous ces établissements-là et on est venu avec la référence qui est là, page 320, ligne 01, colonne 4, on est venu mettre le montant ici. De telle sorte qu'on arrive, en remplissant ces cellules jaunes-là, avec les références qui sont ici, là et finalement ici, en tenant compte des colonnes cadres et syndiquées, on va établir les taux qui vont nous permettre à établir nos taux d'avantages sociaux généraux, particuliers, cadres ou syndiqués, avantages sociaux particuliers, cadres et syndiqués, et charges sociales, cadres et syndiqués. Si vous voulez que ces données soient plus parlantes ou plus près de votre organisation, vous pouvez tout simplement prendre le rapport financier annuel AS 471 de votre établissement de l'année précédente et venir remplir exactement les mêmes colonnes. 320, ligne 1, colonne 4. Vous prenez dans votre page 320, ligne 1, colonne 4, vous venez inscrire le montant ici. Remplir tout ce tableau avec ça. Vous allez arriver avec vos propres taux à vous autres de votre établissement. Vous allez le faire une fois et ça va être bon pour toute l'année. Les rapports financiers annuels étant produits simplement sur une base annuelle. Ici aussi, on a établi que les vacances moyennes des employés, on veut calculer les absences. Les vacances moyennes des employés sont de 21,5 jours. Les vacances moyennes des cadres sont de 30 jours. Les fériés, on en a 13. Les maladies, on en paie 6,5. Le solde annuel est 33,11. Et les congés annuels sont de 25,30. Ici, vous voyez, c'est le calcul pour la période. Étant donné que ma période a 266 jours, quand la période que j'ai choisie ici, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, quand je viens prorater, au lieu d'avoir 21 sur une base annuelle, je vais avoir 21,77 parce que j'ai un petit peu plus de jours qu'une année normale. Mais ces données-là ici peuvent être changées. C'est tout simplement pour calculer nos absences. Quand on fait nos remplacements
dans les sections ici, c'est pour calculer en vacances, quand je calcule mes pourcentages de vacances, de remplacement, je calcule sur combien de jours. Je vais calculer dans ce cas-ci sur 21,50. Si c'est un syndiqué, 30 si c'est un cadre, les fériés 13, 6,5 dans les vacances, on calcule les absences. Si je retourne à mon onglet Instruction, dernière section importante, les droits d'auteur. Le fichier et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et, sauf indication contraire, sont la propriété exclusive de Gilles Bernatchez. Sous réserve des dispositions stipulées ci-dessous, aucune partie de ce fichier ne peut être utilisée, copiée, reproduite, publiée, transmise, distribuée ou modifiée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et aucune œuvre dérivée ne peut être créée sans l'autorisation écrite de son auteur, Gilles Bernatchez. Lorsque ce fichier a été obtenu auprès de l'auteur, celui-ci vous autorise à l'utiliser, à le copier, à l'imprimer, sous réserve du respect des conditions suivantes. Le fichier ne doit être utilisé qu'à des fins informationnelles et non commerciales. Le fichier ne peut être utilisé à des fins commerciales ou distribué en vue d'en tirer revenu qu'avec l'autorisation écrite expresse de l'auteur. Le fichier et toutes ses impressions doivent indiquer les mentions expresses des crédits et du droit d'auteur qu'il a été utilisé avec l'autorisation de l'auteur. Toute copie de ce fichier ou de partie de celui-ci est assujettie aux restrictions mentionnées sur la présente page et est présumée comporter ces restrictions. Finalement, ce fichier et l'information qu'il contient sont fournis en l'état et sans aucune garantie, notamment en ce qui concerne leur intégralité, leur exactitude, leur actualité et l'absence de contrefaçon. L'auteur n'est en aucun cas responsable envers qui que ce soit des dommages ou préjudices directs, particuliers, accessoires, punitifs ou indirects, ou des pertes de bénéfices ou de revenus résultant de l'utilisation de l'information obtenue par ce fichier, ou résultant de la confiance accordée à cette information, et ce, même si l'auteur a été préavisé de la possibilité de tels dommages ou de préjudices. L'information figurant dans ce fichier n'a pas valeur de conseil et ne devrait être utilisée qu'à la lumière de l'avis d'un professionnel compétent. Si l'utilisation de ce fichier soulève des questions, n'hésitez pas à me les communiquer à l'adresse courriel formationreseau.videotron.ca. Sur ce, j'espère que ce fichier va vous amener beaucoup d'aide et beaucoup de plaisir à faire vos estimations.